Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième jour de Road to 100K. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la première version du site internet qui devrait sortir du coup demain, tant que je setup 2-3 petits derniers trucs. Là, il me reste juste, je crois, le nom de domaine à faire. Sinon, pour les formulaires, tout ça, c'est tout prêt. Le concept du jour, ça va être l'IA dans la création de contenu. J'ai lu un post et en fait je voudrais donner mon avis par rapport à ce post LinkedIn où j'ai un avis qui est complètement opposé par rapport à ce que j'ai lu. Je vais aussi vous présenter une petite automatisation entre Webflow et SendGrid et je vais également vous parler de mes galères avec Loom. Allez, c'est parti, on va tout de suite voir le concept du jour. Alors, le concept du jour, c'est l'IA dans la création de contenu. Qu'est-ce que j'ai vu? Enfin, qu'est-ce que je n'ai pas vu plutôt? J'ai vu un post LinkedIn qui nous expliquait que c'était par rapport au fait de ranker sur Google, que voilà, les contenus générés par IA ne rankaient pas. La vérité, c'est que ça rank, mais juste, il faut savoir utiliser l'IA. C'est comme les profs de philo qui demandent de rédiger une rédaction à ChatGPT en leur posant juste la problématique. Est-ce qu'ils ont déjà vu un ordinateur rédiger une dissertation avant? Non. Donc là, lui, il avait un avis qui était quand même moins extrémiste. Il n'aurait pas donné 7 à l'IA, enfin, quoique je sais pas. Mais en gros, lui, sa théorie, c'était de dire quoi? C'était de dire que l'IA, c'était un bon outil pour créer des idées, pour brainstormer, mais c'était pas un bon outil pour rédiger le contenu. Alors que, en fait, pour moi, c'est tout l'inverse. A priori, je trouve que l'IA est assez mauvaise sur pas mal de points pour créer de l'idée, mais est excellent pour rédiger du contenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, un contenu, qu'est-ce que c'est? C'est une structure. Quand tu as un texte, j'en ai parlé hier, tous les contenus, toutes les personnes qui font de la création de contenu ont des espèces de templates qu'elles suivent pour pouvoir créer du contenu plus rapidement. Si tu mets un prompt pour chacune des parties de ces posts ou de ces articles, du coup tu peux rédiger quelque chose d'hyper quali. Tu fine-tunes un modèle, c'est-à-dire que tu rajoutes des données par rapport à ce que tu as déjà rédigé précédemment. Google ne va rien voir, ok? A priori. Après, maintenant j'ai également vu passer un post d'une rédactrice qui s'était beaucoup entraînée à rédiger donc sur Google avec un style qui est apparemment extrêmement proche de l'IA ou qui aurait, enfin elle l'explique comme ça, elle dit qu'elle a tellement nourri l'IA que l'IA rédige comme elle et du coup elle ne passe pas les tests de rédaction pour savoir si en fait c'est elle ou l'IA qui l'a rédigé. Donc moi je pense que en fait ces personnes-là elles ont pas exactement compris comment utiliser l'IA. Faut vraiment guider l'IA comme si c'était un enfant de 7 ans mais qui avait toutes les connaissances du monde. En fait, si tu arrives à lui expliquer clairement, en détaillant précisément avec le bon prompt ce que tu veux, il va te faire ce que tu veux. Mais par contre, si juste tu fais un petit prompt d'une ligne, c'est normal en fait que la forme soit mauvaise. Donc voilà, je voulais juste parler de ça. Et pour conclure, on peut dire que l'IA pour créer du contenu, c'est pas terrible, quoique avec les bons prompts et en donnant un peu de contexte, on peut avoir des trucs bien. Mais par contre, pour rédiger et pondre du texte, vraiment c'est ultra efficace quand on sait écrire des bons prompts. Je vais vous montrer le site internet. Alors, la première version, franchement là, j'ai vraiment fait un one page vite fait. Là j'ai un blog, mais il n'y a même pas d'article de blog, j'ai même pas fait les structures de page. Donc voilà, vraiment très simple, un header, un petit bouton. Là je vais vous montrer là, vraiment sur le site live, petite animation, ça déglingue. Bon, j'ai trouvé un logo, bon ça va changer au bout d'un moment je pense, parce que bon, là il s'adapte pas trop ici. Je pense que je vais mettre juste un P. Je sais pas, vraiment les logos c'est le truc, je n'ai pas grand chose à faire. Donc là voilà, hop, tac, ça fait une petite animation, ça vous envoie sur le formulaire, c'est génial. Là bon, faut que je m'occupe des mentions légales, les CGV, toutes ces petites choses que tout le monde adore. Et donc voilà, c'était juste pour vous le montrer. Normalement il sera live demain.
faut que je fasse les textes ici, mais sinon, voilà. Maintenant, je vais vous montrer une petite automatisation qui est assez utile si par exemple, vous devez tout le temps aller chercher vos leads dans le formulaire Webflow ou dans les formulaires WordPress par exemple. Je vais vous montrer une petite automatisation que j'ai fait sur Make. A tout de suite. Maintenant pour la petite automatisation, alors du coup c'est quand même assez simple. Je vais vous expliquer quand même le concept de Webhook. En fait, donc là ce qui est cool c'est qu'avec Make, donc Make c'est un outil d'automatisation qui permet de connecter les applications entre elles. Donc c'est-à-dire que s'il se passe une action sur Webflow, je peux déclencher une action sur un autre outil type SendGrid, Mailchimp, un Slack, n'importe quoi. Un exemple c'est par exemple, voilà, vous avez votre landing page, il y a un lead qui souscrit, ça l'envoie directement dans SendGrid et ensuite ça vous envoie un message dans votre canal Slack pour avertir le commercial, par exemple, ou sur Discord. Donc là, en fait, Webflow a nativement, donc c'est-à-dire directement, enfin Make a directement installé un webhook de Webflow. Donc ça c'est vraiment cool. Donc un webhook c'est quoi? En fait c'est une URL où on envoie les informations lorsqu'il se passe un événement sur une application. Pour vous donner un exemple un petit peu plus simple, c'est un petit peu comme si vous aviez une boîte postale où dès qu'il se passe quelque chose sur l'application, on envoie le courrier dans cette boîte postale et il y a un petit facteur qui va redistribuer là grâce à l'API qui va envoyer des ordres ou envoyer le courrier à d'autres applications, d'accord? C'est un petit espace de stockage en fait si vous voulez. Vous pouvez le voir de cette manière là pour que ça soit plus simple. Donc là le webhook en fait c'est dès qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit au formulaire, du coup ça envoie le lead, donc l'adresse email, attendez, on va voir ça tout de suite, l'adresse email et le prénom de la personne qui s'est inscrite directement sur SendGrid, et sur SendGrid j'ai une petite automatisation qui va envoyer un mail de bienvenue pour le remercier et lui expliquer ce qui va se passer, vous expliquer mes galères avec Loom et pourquoi j'ai décidé de changer et d'arrêter avec Loom. Ce n'a pas été une décision facile, ce fut un arrachement, une douleur profonde dans la poitrine qui m'a obligé à dire non à Loom. Non, la vérité c'est que en fait, là l'épisode 2, donc il est sorti une journée en retard, parce que j'ai tourné la vidéo, donc elle a été tournée, elle a duré 24 minutes, bon c'était un peu long quand même, et là, en fait, je ne pouvais pas télécharger la vidéo. Donc, si vous voulez, j'ai passé 24 minutes à filmer, mais je n'ai pas pu télécharger la vidéo. Donc j'envoie un petit message au support, oui bonjour, machin, je peux pas télécharger ma vidéo, bidule, nanana. Et là elle me dit, oh malheureusement il y a eu un problème sur le upload du serveur, nanani, nanana, patati, mais si vous voulez, peut-être qu'il est sur votre ordi. Je regarde, il n'y a rien sur mon ordi, je lui dis bon bah c'est pas sur mon ordi, c'est pas grave, je vais refaire la vidéo, est-ce que vous avez des bonnes pratiques pour éviter ce genre d'erreur? Ah oui, alors faites-le avec l'application sur votre ordinateur, évitez qu'il y ait des trucs dans le fond, machin, ok. Toutes les bonnes pratiques. Je refais une vidéo de 20 minutes, et là, toujours pas possible de le télécharger. Donc je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute c'est mort ma grande, ça marche pas, enfin il y a un moment, je suis pas l'abbé Pierre quoi. Et donc du coup j'ai cherché des alternatives, et j'ai trouvé, donc je sais pas vraiment comment ça se dit, vid.io, ouais ça doit être comme ça, et franchement c'est pas trop mal, et ça m'a permis un peu de structurer les vidéos. Comme vous voyez en fait c'est fait en plusieurs fois plutôt qu'avec Loom. Donc là en fait on choisit donc par exemple une caméra, tac, ça va filmer, et après ce qui se passe c'est qu'on va faire on va pouvoir filmer plein de petites séquences et après tout éditer. Attendez, je vais vous montrer là sur cette edit vidéo, sur donc la deuxième vidéo. Tac, donc vous voyez là il y a l'écran, là c'est partagé, enfin là c'est partagé avec l'écran, là il y a ma tête, on peut mettre un fond, on peut mettre une petite musique aussi, ils ont des petits audios libres de droit qu'on peut mettre en fond, comme ça donne un peu un truc un petit peu plus chill. Il y a des transitions qui sont faites en automatique. Bon après peut-être qu'il y a des outils qui coûtent beaucoup moins cher qui font la même chose, je sais pas, moi je ne connais vraiment rien en outils d'édition, mais comme on dit, cet outil fait le café, et franchement si vous avez 20 ou 30 euros à le mettre pour vous lancer sur YouTube, bah je pense que c'est quand même pas trop mal quoi, c'est vraiment pas mal du tout, je suis plutôt satisfait. Après ça me demande de mieux structurer les vidéos et de vraiment mieux faire
les parties. Donc du coup là, on va parler du coup là tout de suite, sans coupure, des feedbacks. Donc j'essaye de mieux expliquer, j'essaye de me mettre des petits exemples avant. Je sais pas si vous avez vu avec l'exemple du webbook et de la boîte postale, j'essaie de faire des liens pour que ça soit plus compréhensible. Maintenant, je pense qu'il faut que j'améliore vraiment la partie storytelling, quoi, vraiment mieux raconter les histoires. Là-dessus, je vais faire des recherches. J'ai un petit bouquin d'ailleurs qu'il faudrait que je relise. C'est le storytelling de Christophe Lamarre, je crois, si je dis pas de bêtises, que j'ai lu il y a un petit moment et qui était vachement intéressant. Et donc là, également grâce à ce petit outil, j'essaie d'améliorer l'édition de la vidéo. Donc j'ai mis une petite musique, il y a des petites transitions. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça un peu mieux, si la musique est pas trop forte, ou ce genre de choses. Et donc voilà, maintenant on va passer à la partie statistiques, chiffres et moulaga. Alors dans la partie statistiques, chiffres et moulaga, bon j'ai toujours pas fait de post LinkedIn là avec ces galères là de vidéos, de loom, de machin, de comprendre comment vidéo fonctionne, tout ça m'a pompé pas mal de temps. Et surtout en fait là c'est pas la prio de faire du contenu de distribution. Là je veux vraiment en fait documenter même le début de avant de lancer l'application et de commencer à faire plus des petits posts ou des shorts ou des choses comme ça. Vraiment comment je fais pour construire la stratégie de A à Z pour que vous voyez tout. Donc là on voit j'ai eu 15 vues sur la première vidéo. Attendez, il faut remettre à jour parce que là il y a la deuxième du coup. Bon j'ai un vue qui est, vu que j'ai posté il y a environ 1 heure, bon ça me paraît ok, enfin bon c'est normal, vraiment c'est le début, c'est tout à fait normal je pense. Là voilà, on voit qu'il y a eu quelques vues avec la vidéo de la dernière fois, et là LinkedIn, on fait quelques impressions, enfin vraiment, ça casse pas trop patin un canard. Donc voilà, écoutez, on est vendredi soir, je vous dis à demain. Demain, lancement du site internet, et on va également avancer sur plus des structures, je pense, de posts LinkedIn. Je vais rédiger quelques posts aussi. Je vais vous expliquer mon processus. Et donc voilà, je vous souhaite une super bonne soirée ou journée si vous êtes le matin. Et je vous dis à demain.